On avait peur d'être tout seul ici. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt à notre soirée et des lettres qui témoignent de l'expérience d'exil de Walter Benjamin. Il faut souligner une chose. La situation économique, la situation politique n'est pas un sujet central de ces lettres. Il est surtout question des travaux sur Kafka, Baudelaire, Proust, sur l'historien Fuchs, sur son projet à Paris, métropole du XIXe siècle, de la lecture des livres, des articles, des possibilités restreintes de publication, un souci permanent de Walter Benjamin. Il s'agit des maladies et surtout de la grande précarité du quotidien. Ça, c'est un sujet vraiment qui lie toutes les lettres qu'on va présenter ce soir. Dans les dernières lettres 39-40, l'obtention d'un visa pour les États-Unis et l'incertitude quant au destin, les amis communs et les membres de la famille sont les thèmes prédominants. En étendant leur domination sur toute l'Europe et en forçant les pays d'accueil à la collaboration, les nazis réduisèrent de plus en plus les possibilités de vie des exilés. Walter Benjamin en fait l'expérience amère. Entre son arrivée à Paris en 1933 et son suicide à Portbou en 1940. Les lettres témoignent de la déstabilisation systématique d'un intellectuel qui transcendait les frontières géographiques et idéologiques jusqu'à sa propre destruction. Mais ces lettres illustrent aussi l'effort pour survivre et le souci de ne se pas laisser abattre. Il nous faut veiller à mettre dans nos lettres le meilleur de nous-mêmes, car rien n'indique que l'instant où nous nous reverrons soit proche. Walter Benjamin. « 1933, à Gershom-Schollen, Paris, 7 décembre. Cher Gerhard, voici que s'approche ce 15 décembre, après lequel les raisins de la presse pendront aussi trop haut pour le vieux renard que je suis, et ce qui dépasse encore des murs hérissés d'éclats de verre du Troisième Reich devra être attrapé d'un museau fort leste. J'ai dû choisir ce papier infâme pour garder conscience en termes d'espace de l'étroitesse du cadre temporel imparti à ma lettre, alors qu'il y aurait tant à dire. Paris,
31 décembre 1933. Il y a en vérité bien longtemps que tu n'as donné de tes nouvelles. Mais je veux te retourner au seuil du Nouvel An européen les vœux que tu m'adresses si régulièrement pour Rosh Hashanah. Il te faudra, il est vrai, prendre en compte aussi la profonde lassitude du moment. Dans la situation désespérée qui est la mienne, je ne produis guère, convaincu de ne plus pouvoir exiger grand-chose de moi-même. Parmi les rares choix qui me restent, le premier serait sans doute un changement de lieu. Paris est beaucoup trop cher, et ce séjour contraste trop crûment avec le précédent. Je ne vois rien d'encourageant autour de moi. Pour le reste, après le départ de Brecht, la ville pour moi est comme morte. Il voudrait que je le suive au Danemark. Il paraît que la vie y est bon marché, mais j'ai terriblement peur de cet hiver, des frais de voyage et de me trouver entièrement dépendant de lui seul. Dans tous les cas, le prochain pas auquel je pourrais peut-être encore me résoudre me conduira là-bas. La vie parmi les immigrés est insupportable. La vie solitaire ne vaut pas mieux, et la vie parmi les Français est inaccessible. Il ne reste donc que le travail. Mais rien ne le menace davantage que de le rechercher si clairement comme la seule solution intérieure, en espérant recevoir de toi de nouvelles meilleures que celles que je suis en mesure de te communiquer. Très cordialement à toi, Walter. 1934, Berlin, 4 janvier, Gretel, à Walter Benjamin. Mon cher Detlef, as-tu repensé à la Palestine? Tu avais l'intention d'y aller, et pour autant que je sache, Gerhard y a maintenant une belle situation. S'il te plaît, comprends-moi bien, je ne veux certainement pas influencer ta décision, j'ai seulement le sentiment que, de toute façon, il faut qu'il t'arrive quelque chose. Peut-être puis-je à nouveau en donner l'impulsion. S'il te plaît, ne perds pas cette année la bonne habitude de donner de tes nouvelles. Tous les 8-10 jours, cordialement, toujours, ta Felicitas. 15 juillet. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire et j'ai passé en pensée toute la journée auprès de toi. Je te souhaite que tout aille bien et surtout que cette nouvelle année soit pour toi plus légère que la précédente. Ce matin, j'ai lu tes lettres pendant longtemps et je me sentais si proche de toi que je croyais te tenir. Je n'avais jamais aussi bien saisi ce que signifie le « tu » dans nos lettres qu'aujourd'hui. Une petite tendresse, une amitié qui a évolué, a été mise à l'épreuve et qui est devenue quelque chose comme un refuge dans nos vies. Cher Detlef, tiens-tu toujours cela pour impossible, vu les circonstances actuelles, de venir pour quelques jours à Berlin à l'automne? Si Gustave, Wissing, moi et je ne sais pas qui encore, parmi tes amis qui sont encore ici, nous rassemblions, tu pourrais peut-être habiter chez Franz Hessel. Nous pourrions bien financer cela, puisqu'un voyage coûte de l'argent et que je suis en ce moment encore plus retenue ici qu'avant. Réfléchis à mon projet, réponds-moi. Ta Felicitas. Moscou, 4 janvier 1935, Assia Lassis, à Walter Benjamin. Walter, j'ai commencé quelque chose, je veux dire des négociations sur ta venue à Moscou. Ça a traîné en longueur et à la fin ça n'a rien donné. Maintenant, je ne me porte pas particulièrement bien, souvent des migraines et de la mauvaise humeur. Salut ta femme, comment va-t-elle? Combien de temps vas-tu rester à San Remo? Est-ce beau là-bas? Écris-moi tout de suite une longue lettre. Assia. Assia, j'ai été très heureux de recevoir ta lettre. Et je trouve indigne de ta part d'avoir, 1, tenté quelque chose pour moi, 2, sans m'en parler auparavant.
Dans la très mauvaise situation où je me trouve, cela amuse les gens d'éveiller en moi des espoirs à bon marché. On devient aussi sensible aux espoirs qu'un rhumatisant au courant d'air. Il est très agréable de connaître une personne qui ne nourrit pas d'espoir dans ces circonstances. Ne serait-ce que parce qu'elle est trop paresseuse pour écrire des lettres. Cette personne, c'est donc toi. Et tu te trouves ainsi sur l'une des quelques citadelles qui surnagent encore dans mon âme, passablement inondée. Ta non-écriture était donc pour moi presque autant que ta voix, si je pouvais l'écouter de nouveau après tant d'années. Au cours de mes 2 premières années d'immigration, j'ai donné des preuves de grande habileté, mais le moment peut aussi facilement venir où ces preuves n'intéresseront plus personne. Quant à moi, cela fait déjà longtemps qu'elles ne m'intéressent plus. Il me revient que je compte envoyer l'un de mes derniers travaux de quelque ampleur par le même courrier. Il pourra peut-être paraître à Moscou. Là-bas, il devrait intéresser. En contrepartie, bien entendu, je te demande ton livre. Mon fils quitte à présent l'Allemagne. Il ira au lycée en Italie. En revanche, je ne suis plus chez ma femme. C'était trop difficile à la longue. Je vais sans doute partir pour Paris à présent. Écris-moi là-bas à l'adresse de ma sœur que tu trouveras à la fin de la lettre. Cher Walter, il faut absolument que tu obtiennes une recommandation de Gide. Elle peut être adressée à Dimitrov ou à Tcherbakov. Ensuite, tu pourras avoir du travail ici. Entrer avec une touriste n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend rien de toi. Même Bloch a écrit un livre contre le fascisme, quoique mauvais, à ce qu'on dit. Au congrès des écrivains à Paris, on n'a rien entendu non plus de toi. Toujours isolé par conséquent. Je dirige un théâtre de kolkhoz à Smolensk. Je dois m'y rendre fréquemment. Je travaille comme metteur en scène au théâtre d'État de la Lettonie à Moscou et comme assistante du théâtre Vachtango. Je dirige un séminaire comme assistante d'histoire du théâtre à l'Institut théâtral de Lounatchaski. Suffisamment à faire. Pour l'instant, je n'en sors pas de ce travail. Moscou est de plus en plus belle. Brecht a écrit un poème sur notre métro. L'as-tu lu? Ce serait bien que tu viennes ici. Tu t'es sans doute un peu déshabitué de moi, mais tu te réhabitueras vite. Il me semble que je suis toujours cette bonne vieille Assia, mais que je suis devenue plus démocratique. Nous avons eu un contrat prévoyant que tu ne m'écrives qu'une petite lettre et que tu te taises après, comme un yogi indien pratiquant l'introspection. Va voir Gide, c'est important. J'attends de toi une et beaucoup de grandes et de petites lettres. Ta vieille Assia. Walter, te rappelles-tu encore Berlin, Capri, Naples, Hambourg? Maintenant, j'aimerais aller avec toi à Magnitogorsk, Stalingrad, Petrofarkovsk, Amérique. Écris, Assia. Sarvemo, vers le 10 février 1935, ma chère Felicitas, je passe des heures et des jours dans une humeur noire comme je ne crois pas en avoir connue depuis des années. Il ne s'agit pas d'une souffrance comme on en ressent dans les périodes de vie bien remplies, mais bien d'une amertume qui se nourrit d'inanité et s'écoule dans le vide. Il est parfaitement clair pour moi qu'à l'origine de cette humeur, il y a mes conditions de vie ici. Et mon inimaginable isolement, le fait d'être coupé non seulement des hommes,
mais aussi des livres et en fin de compte même de la nature à cause du mauvais temps. Aller au lit tous les soirs avant 9 heures, prendre chaque jour les quelques mêmes chemins que tu as sûrement déjà pris auparavant, ne rencontrer personne, remâcher chaque jour les mêmes réflexions insipides sur l'avenir. Ce sont des conditions de vie qui finalement ne peuvent que provoquer une grave crise, même sur une très robuste constitution intérieure. Le plus remarquable, c'est que ce sont les conditions qui auraient plus ou moins dû me permettre de m'y mettre, je veux dire au travail, qui intensifie la crise. Je n'ai terminé que 2 grands travaux, le Bachhofen et le compte-rendu du roman de Bertolt, le roman de Katsu de Bertolt Brecht. Et les choses ne s'éclaircissent pas en moi. Je n'arrive à rien. Un jour viendra où le séjour prendra fin. Il n'y a qu'une chose qui me ferait plaisir, ce serait que nous nous voyions. Si je pouvais compter là-dessus avec certitude. Très à toi, ton Detlef. Cher Detlef, une fois de plus, je ne peux pas fêter cet anniversaire avec toi, mais seulement être en pensée auprès de toi. Je souhaite diverses choses. L'heureux achèvement des passages, l'allègement de ta situation matérielle qui en découlera, de meilleures perspectives d'avenir, un hiver supportable sur la terre promise, et enfin, rien moins que de prochaines retrouvailles avec Félicitas, c'est-à-dire, en fin de compte, une année plus joyeuse que l'année dernière. Entre-temps, tu auras reçu mes pralinés. J'espère qu'il sera à ton goût et que je pourrai bientôt t'en envoyer d'autres. Bon courage et encore toutes mes amitiés. Toujours ta Félicitas. 1937, Germaine Krull à Walter Benjamin, Monte-Carlo, 12 octobre. Merci, cher ami, pour votre mot et surtout pour la peine que vous vous êtes donnée avec moi et pour moi. Je rentre d'Italie et vraiment, le pays est beau, mais ne vaut pas la France malgré tout. J'étais à Florence et c'est vraiment une très très belle chose. Hélas, seulement un jour, et ce n'est pas assez. Pour mon goût, beaucoup trop d'uniformes dans ce pays et trop de mots sur les murs et pas assez de sourires dans les visages. Mais que voulez-vous? J'ai eu le courage de voir intégralement le film du Duce en Allemagne. Et vraiment, quand on les voit tous les deux, on commence à aimer celui d'Italie, car au moins il a un visage. Et l'autre, il a seulement une gueule de sale type. L'un est malgré tout un César, et de temps à autre, il a quelque chose qui peut ressembler à un visage humain, mais l'autre est une telle sale gueule d'assassin et de crétin que ce n'est pas permis. Mais pour cet amour subi, je suis sûre qu'il ne durera pas, car jamais ils ne pourront vivre ensemble, et le traître de l'affaire sera le Duce. Il est bien plus malin. Nous voilà dans des discours politiques. Mais enfin, à bientôt donc, cher ami, et aimez tout de même cette France, et aussi Paris, car c'est encore le seul pays où on respire, pour combien de temps, hélas, on ne sait pas. Bien amicalement à vous, Germaine Krull. Monte-Carlo, 9 mars 1938. Merci pour votre si gentille lettre. Oui, c'est compliqué, la vie et les ménages et les installations. Moi, j'en ai fait des quantités dans ma vie. Et quand c'est enfin bien, on est obligé de partir en laissant tout. Il y a une chose qui est tellement atroce, c'est ce qui se passe en URSS. J'en suis tout à fait malade. Et je ne peux comprendre ce qu'on a pu leur faire pour les amener à dire de telles absurdités. Boukharine ayant envie de faire tuer Lénine, c'est dire que demain le soleil viendra danser comme star dans un cinéma. C'est affreux. Et vraiment, même chez Hitler, le sadisme n'est jamais allé à faire dire aux gens des choses pareilles. Pauvres de nous, pauvres que nous sommes, de regarder sans rien faire, de permettre que le monde des bourgeois, et surtout ceux des ouvriers, puissent croire que des hommes comme ceux-là, qui ont fait de la révolution leur vie,
soit des salauds et des traîtres. C'est à mourir de rire si cela ne faisait pas si mal quand on s'imagine Boukharine et Rakowski comme agents de l'intelligence service. J'aimerais tellement savoir ce qu'on leur a fait, mais je ne m'en sors pas. Et vraiment, il vaudra mieux ne pas en parler. Excusez cette lettre, mais c'est si affreux, et le cœur est si gros qu'il déborde. Ici, tout est pareil au même soleil. Moi, je n'y vais plus, dans les lieux de perdition. Envoyez-moi ce que vous voulez pour que j'arrange cette petite chose pour vous, et dites-moi si vous avez eu ma lettre. C'était seulement un tout petit mot pour vous dire que je suis là, et que je ferai tout ce que vous désirez, bien amicalement, à vous, et donner de temps à autre de vos nouvelles. Germaine Krul. « 1939, Gretel Adorno à Walter Benjamin, New York. 2 mars. Cher Detlef, il y a maintenant 1 an et quelques jours que nous sommes ici. Je m'y suis déjà tellement habituée que rien ne me semble plus neuf à New York. Il n'y a qu'un être qui me manque toujours ici, c'est toi. Les perspectives d'immigration à court terme ne sont toutefois pas très roses, du fait que le quota allemand a été dépassé. Mais à plus long terme, il faut en tout cas que tu te fasses à cette idée. Là, je me heurte à l'obstacle majeur. Il faut que tu apprennes l'anglais. Ah, si seulement tu voulais t'y attaquer, le plus tôt serait le mieux. Toujours, ta Félicitas. Paris, 20 mars 1939, ma chère Félicitas. Je suis l'évolution des choses ici depuis assez longtemps pour savoir que depuis le début de l'émigration, aucune personne travaillant dans un sens et des conditions comparables aux miens n'a trouvé une base d'existence en France. Je fais abstraction des professeurs Marc et Gumbel autrefois et du romancier Noff. Avec eux, la liste des personnes qui, à ma connaissance, auraient pu vivre ici de leur travail intellectuel ou d'un soutien apporté à leur travail intellectuel est complète. Il n'est pas pour autant question de ne pas entreprendre ici une action à long terme. Je ne peux pas refuser de me soumettre à la nécessité que tu évoques d'apprendre l'anglais. Et je vais commencer à le faire cet été. La question est seulement d'atteindre encore l'Amérique. Pour revenir à ta question d'un futur plus lointain, on m'a conseillé de différents côtés de m'inscrire ici sur la liste du consulat américain. On se voit ainsi attribuer une place fixe dans la liste des postulants à l'émigration. D'un autre côté, on me dit au contraire que dans certains cas, une nomination par exemple, des personnes intéressées sont enregistrées en dehors des quotas. Mais ce n'est plus possible une fois qu'on s'est inscrit sur la liste. Du coup, je ne sais pas comment procéder. Écris-moi vite. J'ai à nouveau grand besoin de ta présence. Mes amitiés à Teddy et à toi, ton Detlef. Pontigny, 19 mai 1939, lettre écrite en français. Ma chère petite, ces lignes tomberont avec un peu de chance au cœur de ton anniversaire. Et si je te dis mon bonjour en ces termes nouveaux, l'envie m'en vient autant de la jolie tournure de la fin de ta dernière lettre que du désir de te faire entrevoir un endroit où les années désormais ne te vieilliront aussi peu qu'elles te grandissent. Il y a du reste à ce début encore une inspiration qui me vient d'une lecture assidue de la correspondance proustienne. Parmi ces correspondantes, il se trouve cette Madame Strauss, dont Teddy te rappellera certains mots célèbres. Elle a une façon de s'adresser à Proust qui m'a charmé. Surtout sa formule ordinaire, « Mon petit Marcel cher », est d'une gentillesse inimitable. La grande bibliothèque de 15 000 volumes est ce qu'il y a de mieux à Pontigny, d'où je t'écris. Elle est à la disposition des autres et tu peux croire que j'en profite.
Il y a au moins 3 raisons pour que je t'écrive en français. La première, j'en parle au début de la lettre. La seconde est que dans ce milieu français, cela m'est assez naturel. La troisième est mon intention à te dire, le jour de ta fête, de façon nouvelle, mon ancien attachement à vous deux. Il faut pour finir que tu saches tout le prix qu'ont eu pour moi les paroles rassurantes de ta dernière lettre. Elles m'ont aidé à me libérer d'une étreinte angoissante. Tout à toi, Detlef. Cher Detlef, je suis toute folle de joie et ne cesse de me demander dans quel ordre on doit présenter les attractions de New York pour que tu te plaises aussi dans la barbarie. Imagine un peu, dans les 2 mois et demi, nous allons nous revoir. Jamais encore je ne me serais trouvée si pleine d'espoir au débarcadère. 1000 et 1000 choses, un bon été et beaucoup d'agréments avec Shapiro. Toujours, ta Félicitas. Ma très chère, il ne faut pas que tu te fâches. Je serai bref, j'y suis obligé. Toi qui as eu maintes preuves de la foncière stabilité de mon moral, je te prie de ne pas t'inquiéter, outre mesure de mon sort. Espérons surtout que nous vivrons moins éloignés l'un de l'autre, un temps où le monde sera libéré du cauchemar hitlérien. J'ai dû quitter Paris il y a plus de 3 semaines. Après un stade intermédiaire, je me trouve dans un centre d'hébergement. Il y a en tout 300 personnes qui habitent le même bâtiment que moi. D'autres réfugiés se trouvent en groupement analogue à d'autres lieux de rassemblement. Je n'ai pas besoin de te dire combien il m'importe d'avoir de tes nouvelles. Il est probable que vous m'avez écrit après avoir reçu les quelques motifs baudelairiens. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis la fin juillet. Donc mon adresse d'abord. Centre des travailleurs volontaires, groupe 6, Clos Saint-Joseph, Nevers, Nièvre. Je te prie de m'écrire en français pour faciliter le travail de la censure. J'ai, après un certain temps, revêtu mon équilibre. Ce que je ressens comme pénible, c'est le manque d'un équipement approprié, pas de linge suffisant, pas de couverture vraiment chaude. D'autre part, je souffre d'être toujours sans nouvelles, aussi bien de ma sœur que de mes amis français et suisses. J'avais notamment écrit à Madame Favès pour lui demander de garder l'argent que me destinerait l'Institut. J'avais demandé à Max Horkheimer de verser cet argent à mon compte en banque. Et j'espère qu'il aura su à temps que nos comptes ayant été séquestrés provisoirement, cette voie n'était pas praticable. Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. Il m'importerait grandement de pouvoir m'adresser à Madame Favès si j'en avais besoin. Nous ne sommes, jusqu'à présent, aucunement fixés sur notre sort. Il va sans dire que l'attente comporte des heures sombres. La vie en une communauté aussi grande et aussi diversement composée n'est pas toujours facile. En revanche, il faut reconnaître qu'il règne dans le camp un esprit de camaraderie bienfaisante et que les autorités font preuve de vraie loyauté. Par le temps qui court, le sort des lettres est aléatoire. Fais-moi signe immédiatement après avoir reçu ces lignes. Ne soient pas trop longues, mais n'oublie pas de me communiquer vos sentiments sur mon Baudelaire. Souviens-toi que ma situation ressemble en bien des points à la tienne en 1937. Dis 1000 souvenirs à Teddy et des salutations très sincères à Max Horkheimer et Frédéric Pollack. Si vous avez des amis à Paris qui voudront s'intéresser à moi, vous ferez le nécessaire sans que j'aie besoin d'assister. Tout à toi, Detlef.
Hannah Arendt à Walter Benjamin, lettre écrite en français, Paris, 22 octobre 1939. Cher Benji, j'ai honte de ne vous écrire qu'aujourd'hui. Il y avait toujours trop de difficultés. Pour commencer par des choses pratiques, avez-vous une possibilité de faire intervenir pour vous Valérie, avec un beau certificat de loyauté et une requête adressée au ministère de l'Intérieur? Ça a quelques chances, d'après moi, d'aboutir. Je ne vous donnerai pas de conseils si je voyais une possibilité d'agir moi-même. J'espère que vous n'avez pas toujours le cafard et que vous n'oubliez pas tout à fait les amis des deux sexes. Écrivez-moi ce que l'on peut vous envoyer et ce dont vous avez le plus besoin. Gunther me demande s'il peut faire quelque chose pour vous, tout à fait dans le vague. Je n'ose pas lui répondre par l'affirmative de peur de compromettre les autres possibilités que vous avez. Il est à Hollywood, vous vous rappelez? J'attends une réponse, cher ami. Je sais que cette lettre vient très tard. Ne m'en voulez pas. Toujours à vous et à votre disposition. Anna. Gisèle Freund, Paris, 26 octobre 1939. Cher ami, j'ai eu une commande très importante de faire les portraits en couleur de toutes les personnalités du gouvernement anglais, mais la malchance m'a poursuivi et juste 24 heures après mon retard, on m'a consenti des rendez-vous. Trop tard. Le voyage de retour était pénible, de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures la nuit. En Angleterre, les réfugiés ne sont pas du tout dans des camps, sauf les nazis. Tous les autres, environ 50 000, et la plupart des Allemands et Autrichiens, ou plutôt uniquement ceux qui ont dû se présenter devant un tribunal qui a jugé tous ceux qui ont pu prouver qu'ils sont des victimes de l'hitlérisme, continuent à jouir de toute leur liberté, comme c'est par exemple le cas de mon frère et de mes parents. Mais les affaires là-bas sont aussi catastrophiques et mon frère, par exemple, se trouve dans une situation très précaire, puisque les affaires ne marchent plus. La vie a augmenté aussi beaucoup, et en comparaison avec les marchés en France, ceux d'Angleterre sont pauvres. J'ai l'impression que, pour les Anglais, que cette guerre est une affaire très calculée, très business. N'empêche qu'il y a aussi énormément de chômeurs, mais qui seront bientôt absorbés par les usines de guerre. On peut dire que quand les Anglais font une chose, une fois qu'ils ont résolu de la faire, ils la font à fond. Donc l'organisation est impeccable, jusqu'aux chiens qui ont leur masque à gaz, et même aux prisonniers de guerre qui en ont. Je n'ai pas lu beaucoup de choses. On a dévoré les journaux, et on a entendu tout le temps la TSF. Je vous souhaite avant tout une bonne santé, restez courageux, et croyez à ma grande et chaude amitié pour vous. Gisèle. 20 novembre 1939. Je viens de recevoir votre dernière lettre. J'espère que vous avez reçu entre-temps ma carte postale vous annonçant la bonne nouvelle de votre libération. Elle a été décidée jeudi dernier et elle est définitive, donc il ne peut s'agir que de quelques jours pour vous d'être libre. En principe, après ce qu'on m'a dit ici en haut lieu, vous devriez être à Paris mercredi prochain et cette lettre ne devrait plus vous trouver à Nevers. Dans le cas où, malgré toute éventualité, cette lettre vous arrive encore au camp, je vous prie de me le faire savoir immédiatement pour que notre ami M. Hopno, directeur des affaires d'Europe aux affaires étrangères, puisse entreprendre des démarches efficaces. En tout cas, ne vous laissez pas décourager. Votre libération est chose faite. Je vous prie de me croire, nous avons les preuves. Mon cher ami, n'ayez pas de soucis pour votre avenir, tout s'arrangera. Les rumeurs que les démarches seraient interdites auprès de la commission qui s'occupe de réfugiés au camp sont sans fondement, je vous assure. J'ai entendu que, d'après un nouveau décret, paru il y a à peine quelques semaines, tous les gens entre 18 et 40 ans peuvent s'engager comme volontaires et pour la durée de la guerre. Les hommes auront des allocations comme les Français. C'est la guerre. Je suis en train de vous faire un joli gâteau aux pommes pour fêter votre retour et je vous embrasse affectueusement. Gisèle.
Max Horkheimer, Paris, le 30 novembre 1939. Cher monsieur Horkheimer, enfin je puis donc vous donner un signe de vie. Je ne sais pas ce que nous aurons encore à traverser, et si des choses à venir ne vont pas faire pâlir en moi le souvenir des semaines passées. N'empêche que pour l'instant, je suis heureux de les voir résolus, révolus. Vous imaginez facilement que ce qu'il y avait en elle de plus pénible, c'était le désarroi moral dans lequel on se voyait plongé, sinon soi-même, au moins les voisins et les camarades. Si moi-même, j'ai pu dans la plupart des cas échapper à un tel désarroi, c'est en premier lieu à vous que j'en suis redevable. Et je ne parle pas seulement de votre sollicitude pour ma personne, mais de votre solidarité envers mon travail. L'appui que m'a donné la façon dont vous avez accueilli le Baudelaire m'a été hors prix. Vous devez l'avoir compris par une lettre à Madame Adorno et aussi par mon télégramme récent qui a été retardé par des formalités. Quant à ma libération, il n'était pas facile du tout à y arriver. Ce n'est pas rare de quitter le camp pour cause de maladie ou autre. Il n'est pas fréquent de pouvoir le quitter par la grande porte, à savoir par une décision de la commission interministérielle. C'est là mon cas, et cela équivaut à une reconnaissance de loyalisme absolu de la part de l'administration française. Si j'ai fini par sortir du camp d'une façon ou d'une autre, j'en suis toutefois redevable à Adrienne Monnier de l'avoir quitté parmi les tout premiers dont ce comité ait examiné le dossier. Elle a été inlassable et d'une détermination absolue. Suivant un ordre de Jules Romain, le Pen Club s'est également employé pour moi. Madame Favès m'a informé de démarches auprès du Congrès juif mondial. Un dossier où j'avais rassemblé un petit nombre de témoignages choisis sur ma personne et mes travaux ne m'a peut-être pas desservi. La lettre que vous m'avez adressée au camp y occupait une place décisive. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop niais si je vous confesse que tout en sachant l'intention qui a dicté la tournure de votre message, il m'a fait un bien tout à fait intime. Il a été la petite branche autour de laquelle se sont cristallisés mes espoirs. Quant à l'épreuve des nerfs, je ne vous en parle pas, car vous imaginez sans peine ce qu'un vacarme continuel et l'impossibilité de se séparer des autres, ne serait-ce que pour une heure, devait à la longue signifier pour moi. Je me sens donc à présent une fatigue extraordinaire. Et je suis exténué au point de devoir fréquemment m'arrêter en pleine rue du fait de ne pouvoir pas poursuivre mon chemin. Il s'agit là certainement d'un épuisement nerveux qui va passer, pourvu que le temps à venir ne nous réserve rien de trop pénible. La Bibliothèque nationale a été rouverte et je compte reprendre mes travaux après m'être quelque peu remis et avoir ramené de l'ordre dans mes papiers. Je viens d'avoir par Genève la mise en page du Baudelaire. Vu les difficultés de tous ordres par lesquelles on vient de passer, les erreurs d'impression sont minimes. Veuillez trouver ici l'expression de mes sentiments de fidélité et de gratitude. Walter Benjamin. Paris, 17 janvier 1940, lettre écrite en français à Gretel Adorno. Ma petite Félicitas, je me propose de vous écrire une longue lettre, bien que je n'ai reçu que de minuscules billets de ta part. Et de Teddy, pas une lettre de tout depuis 6 mois. Votre dernier signe de vie est un mot daté du 21 novembre, mais parti plus tard certainement, puisque vous y faites allusion à ma rentrée qui est seulement du 23. J'apprends que ta santé n'est toujours pas satisfaisante. Et j'espère que le traitement que le docteur Brenheim t'a appliqué aura porté des fruits entre-temps. Quant à ma santé à moi, je n'en ai pas à dire beaucoup plus de bien non plus. Le temps, mon état de santé, l'état général des choses, tout s'accorde pour m'imposer la vie la plus casanière.
Mon appartement est chauffé, pas assez pourtant pour me permettre d'écrire s'il fait froid. Ainsi je reste couché la moitié du temps, comme en ce moment même. Il est vrai que les semaines passées, les occasions ne m'ont pas manqué d'aller en ville malgré tout, car tous les petits à côté de la vie civile demandaient à être refaits. Il fallait faire débloquer mon compte en banque, solliciter de nouveau l'accès à la Bibliothèque nationale, et ainsi de suite. Tout cela demandait bien plus de démarches que tu ne voudrais le croire. Mais enfin, ça y est. La lettre que Max m'a écrite à la date du 21 décembre a croisé en chemin celle que je lui ai adressée le 15 décembre. Je me suis entre-temps rendu au consulat d'Amérique où on m'a communiqué le questionnaire d'usage. Il contient comme point 14 la question « Êtes-vous le ministre d'un culte quelconque ou le professeur d'un collège, séminaire, académie ou université ?» Cette question a, si je ne me trompe, une portée décisive pour moi, puisque d'une part, une réponse affirmative vous donnerait le droit de passer en dehors du quota, non quota visum, puisque, d'autre part, on m'assure au consulat même que l'attente dans l'ordre du quota ne durerait pas moins de 5 ou 6 ans. Il importerait donc absolument de me référer aux cours que j'ai professés dans le cadre de l'Institut à Francfort. Comme je n'ai pas voulu en faire état sans l'assentiment de l'Institut, je n'ai pas encore rempli mon questionnaire. Je devrais donc suspendre mes démarches jusqu'à ce que je sois fixé de votre côté. Je t'embrasse bien amicalement, dein alter Detlef. Postscriptum. Mes leçons anglaises vont commencer la semaine prochaine. Lourdes, 2 août 1940, à Théodore Adorno. Mon cher Teddy, non, il ne m'est réellement pas facile de rédiger une lettre. Je parlais à Félicitas de la totale incertitude où je me trouve au sujet de mes écrits. Il y a un peu moins à craindre relativement que les papiers sur les passages que pour les autres. Mais la situation est telle, vous le savez, que je ne suis pas en meilleure posture que mes papiers. D'un jour à l'autre, les mesures qui me sont tombées dessus en septembre peuvent se répéter. Et désormais, sous de tout autre auspice. Au cours des derniers mois, j'ai vu un nombre de gens non pas abandonner l'existence bourgeoise, mais tomber à pic d'un jour à l'autre. Si bien que toute assurance me donne, à côté du soutien extérieur problématique, un soutien intérieur moins problématique. La complète incertitude quant à ce que le prochain jour, la prochaine heure va apporter, domine mon existence depuis bien des semaines. Je suis condamné à lire chaque journal. Il ne paraissent plus ici que sur une feuille, tel un arrêt dont je serai le destinataire, et à entendre dans chaque émission de radio la voix du messager de malheur. Mes efforts pour rejoindre Marseille afin d'y plaider ma cause auprès du consulat ont été vains. Pour un étranger, il n'y a plus moyen depuis longtemps d'obtenir l'autorisation de changer de lieu. Je reste donc dépendant de ce que vous pouvez réaliser dehors. Ce qui m'a particulièrement donné à espérer est que vous me laissez entrevoir des nouvelles du consulat à Marseille. Une lettre de ce consulat me vaudrait probablement la permission de me rendre à Marseille. J'apprends que vous êtes en pourparlers avec la Havane et que vous avez engagé des démarches auprès de Saint-Domingue. J'ai la ferme conviction que vous tentez ce qui peut être entrepris, ou, comme le disait Félicitas, plus que le possible. Ma crainte est que le temps dont nous disposons pourrait bien être beaucoup plus restreint que nous ne le supposions. Et bien que je n'ai pas pensé il y a 2 semaines à une telle possibilité, de nouvelles informations m'ont déterminé à prier Madame Favès de me faire accorder par l'intervention de Karl Burkhardt, à supposer que ce soit possible en quelque manière, un séjour temporaire en Suisse. Je sais que bien des choses parlent d'emblée contre cette issue, mais un argument fort plaît dans sa faveur. Le temps. Si seulement cette issue pouvait devenir réalité. J'espère que je vous ai jusqu'à présent donné l'impression de conserver mon calme même dans des instants difficiles.
Ne croyez pas qu'il y ait eu de changement. Mais je ne peux pas dissimuler le caractère périlleux de la situation. Je crains qu'il ne faille un jour compter ceux qui ont pu en réchapper. Recevez toute l'affection de votre Walter Benjamin. Postscriptum, pardonnez la signature péniblement complète. On l'exige. Lettre écrite en français à Hannah Arendt, Lourdes, 9 août 1940. Cher ami, merci de tout cœur d'avoir immédiatement pensé à moi au sujet de la rumeur dont me parle votre lettre. Depuis, j'ai été averti dans le même sens de différents côtés, mais vous avez été la première. Tout ce que je sais à l'heure qu'il est, c'est qu'à New York, on est d'avis qu'un tel visa aurait été déposé pour moi au consulat de Marseille. Vous pensez que j'aurais voulu m'y rendre immédiatement, mais il paraît impossible d'obtenir le sauf-conduit sans confirmation de Marseille. Il y a plusieurs jours que j'ai adressé un télégramme là-bas, avec réponse payée, pour obtenir la confirmation en question. Aucune réponse ne m'est encore parvenue. Donc, l'incertitude continue. Et cela d'autant plus que j'ignore si ma tentative d'immigration ne pourrait mettre en échec cette tentative de visite. Un temps très lourd favorise mes dispositions de tenir en veilleuse la vie du corps, aussi bien celle de l'esprit. Je m'emmitoufle de lecture. J'ai lu le dernier volume des Thibauts et le Rouge et le Noir. La vive angoisse que me donne l'idée du sort de mes manuscrits se fait doublement poignante. Assez peu de contact avec les amis, peu de nouvelles. J'aimerais savoir si Alfred est relâché, et de même, où est-ce que je trouve le docteur FF. Bien des hommages à monsieur, et pour vous, mes respects les plus gentils. Benjamin. À Hilde Schröder, Marseille, 22 août 1940. Cher ami, je vous remercie bien des lignes que vous m'avez adressées de votre nouveau domicile. Moi aussi, j'ai changé de lieu de séjour depuis. Je me trouve à Marseille où je viens de recevoir mon visa pour l'Amérique. Vous savez probablement qu'il est impossible pour nous d'obtenir le visa de sortie. Cela crée une situation qui m'empêche pour le moment d'arrêter des dispositions fixes. Pour l'instant, je resterai à Marseille. Écrivez-moi poste restante si vous voulez bien. Il y a ici, comme vous le savez certainement, beaucoup de monde, beaucoup d'inquiétude aussi. Me trouvant à peu près dans les mêmes dispositions que celles qui se reflètent dans votre dernière lettre, je suis mal fait pour vous remonter le moral. Tâchez de garder courage quand même. Les nouvelles que j'ai eues de Paris me font tout craindre pour ma bibliothèque et le reste. Amicalement à vous, Benjamin. Ma chère Félicitas, ta lettre écrite le 8 m'a rejoint en 8 jours. Je n'ai pas besoin de te dire le réconfort qu'elle m'a donné. Je dirais bien la joie, mais je ne sais si je pourrais connaître ce sentiment avant longtemps. Ce qui m'obscurcit au-delà de tout est le sort de mes manuscrits. Le moment n'est pas venu de te faire le récit des circonstances de mon départ. Cependant, tu t'en feras une idée en apprenant que je n'ai pu emporter que mon masque à gaz et mes effets de toilette. Je peux dire que j'ai tout prévu, mais que j'étais dans l'impossibilité de parer à quoi que ce soit. J'ajouterai que si rien de ce à quoi je tiens est actuellement à ma disposition, je puis conserver un espoir modeste quant au fond de manuscrits qui appartiennent à mon grand travail sur le XIXe siècle. Je comprends la brièveté de ta lettre. Il faut que tu comprennes aussi le laconisme du mien. Rien de ce qui dépasse ce qui est strictement personnel ne se prête actuellement à la correspondance. Pour rester dans ce cadre, je te dirai d'abord que ta lettre du 8 juillet est le premier message de toi qui m'a touché depuis mon arrivée à Lourdes. Il y a d'autre part un câble de Max qui m'annonce l'envoi d'un certificat attestant ma liaison avec l'Institut.
J'espère de tout cœur que ces tentatives à lui aussi aboutiront. Il est possible, même probable, que nous ne disposons que d'un temps limité. Je voudrais que vous sachiez la confiance que je pose en vos efforts conjugués, dont j'entrevois les difficultés aussi bien que la résolution et la ténacité qu'elles provoquent en vous. Soyez certain en revanche que jusqu'à présent, j'ai conservé l'état d'esprit qui seul convient à celui qui se trouve exposé à des risques qu'il devait prévoir et qu'il a encouru en connaissance de cause, ou presque. Comme c'est la première fois depuis San Remo que je me trouve dans la montagne, je ne constate que trop nettement combien l'action de mon cœur est devenue insuffisante. Il est probable que les émotions des derniers mois ont contribué à cet état de choses. Et tu me croiras sans peine, une situation qui est passible d'heure en heure des plus brusques changements continue de vous tenir en haleine. J'ai emporté un seul livre, les mémoires du cardinal de Retz. Ainsi, seul dans ma chambre, je fais appel au grand siècle. Tu diras toutes mes amitiés à Teddy et ma gratitude dévouée à Max et à son ami. Toujours ton vieux Detlef. Port-Bou, 25 septembre 1940. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît que ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire.